Bonsoir à tous. Alors, j'ai le plaisir ce soir d'aborder le thème du rythme de la pensée. En méditation, c'est quelque chose d'important. Les gens demandent souvent à ralentir les pensées parce qu'ils pensent des fois un peu trop. Et ça grouille dans la tête et ils aimeraient bien être un petit peu au calme. Donc c'est souvent la réaction naturelle euh, qu'on entend quand les gens viennent prendre des cours, nous poser des questions sur la méditation. Alors, je vais aborder bien sûr ce thème-là, mais pas que. Parce que, le, le rythme de la pensée, c'est à la fois savoir ralentir, mais savoir aussi stimuler et accélérer. Quand on conduit, eh bien, on conduit avec le frein et l'accélérateur. Vous n'imaginez pas me dire, bon, j'appuie que sur l'accélérateur et jamais sur le frein, et vous n'avanceriez pas si vous étiez constamment le pied sur le frein. Donc, c'est aussi un rythme qu'on va apprendre à développer dans la méditation. Est-ce que ça va pour vous ce soir? Oui, Très bien. Ok. Est-ce qu'il y aurait des questions comme ça? Vous pouvez me poser peut-être a priori, rien que sur ce thème-là, comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? peut-être l'idée que la méditation sert à ralentir le rythme des pensées. Je pense que c'est ce que tu as dit en introduction. Voilà. Donc on va voir que c'est pas que ça, et Oui, que ça, ce n'est qu'une toute petite partie, parce que bon, quand ça, on sait apprendre à freiner, ça va, on arrive quand même avec la pratique à quelque chose. Mais on va voir qu'aussi, quand le rythme de la pensée est trop lent, et c'est notamment des fois le cas quand il y a une forme de dépression, etc., etc. On n'arrive plus à penser, et ainsi de suite. On est ralenti, on n'a plus le goût aux choses, etc. Euh, un rythme de pensée qui est ralenti, c'est grave aussi. Donc c'est important aussi de rééquilibrer. Le Raja Yoga, c'est toujours un travail sur l'équilibre. Et des choses qui sont a priori contraires, on va faire en sorte de les concilier, de les associer, de les unir, puisque c'est le propre du yoga. Donc, euh, on va commencer, puisqu'en fait, vous allez voir, c'est quand même assez dense. Je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, parce que bien sûr, hein, il y a énormément de choses à dire. On va voir aussi que quand par exemple il y a des phénomènes d'anxiété, hein, il y a des tendances justement à ruminer, etc. Donc à avoir tout le temps le même rythme de pensée et c'est aussi désagréable. Donc on va voir que à quel endroit on va pouvoir intervenir pour pouvoir faire quelque chose. Alors je vais partager mon écran. Donc, ok. Alors, je suis désolée. Voilà. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Je commençais en disant, voilà, attention, on a tendance, quand on médite, à se dire, à, je fais silence, alors qu'en fait, on fait simplement un temps calme, comme on dit. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de pause, mais dès que vous arrêtez
votre méditation, tout redémarre comme si rien n'était. Faire silence, c'est autre chose. C'est développer cette capacité d'écoute, et notamment d'être à l'écoute de soi. Et donc, de toutes les informations que nous pouvons recevoir, et surtout pour pouvoir apprendre à les traiter correctement. Et puis aussi, des fois on dit que, bon allez, je veux tellement être au calme, allez, je me mets en pilote automatique, là. Allez, je pense plus, ça suffit, voilà. Et alors là, eh bien, imaginez que vous êtes au volant de votre voiture, vous mettez pilote automatique, mais à plus ou moins long terme, eh bien, il y aura des obstacles, et alors là, je vous garantis l'accident. Donc, il va falloir réaliser qu'on ne peut pas utiliser certains modes qui peuvent fonctionner très bien à certains moments, mais il va falloir apprendre à mobiliser sa sagesse. Et ça, c'est le propre aussi de la méditation. Alors, on va commencer par penser trop ou pas assez. Alors, je m'amuse, hein, bien sûr, hein, avec l'orthographe, cerf-volant ou cerf-volant. Donc il y en a un qui va être effectivement au ralenti et l'autre qui va être justement libre. Alors, pensez vite, soit, mais pensez bien. Et ça, c'est plus difficile. Mais on peut penser vite parce qu'on est face à une urgence, et ça, c'est très important. Mais pensez vite aussi avec sagesse, parce que si c'est pour faire n'importe quoi, des fois, il vaut mieux s'abstenir. Et puis, ralentir la pensée jusqu'au silence. Pour entendre ce que le soi profond a à dire. Ça, c'est une méditation. C'est faire cet exercice. Vous vous rappelez, dans les petites pauses méditatives, il y avait une petite méditation, stop. Ok. Là, c'est ralentir. Là, on freine, on a une distance de freinage. Mais le but, c'est d'entendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors, ce soir, je vais m'amuser un petit peu avec ces systèmes de deux vitesses de pensée. Je me suis inspirée d'un livre de Daniel Kahneman. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. J'en sais rien. Enfin bon, peu importe. Voilà, je sais pas. Enfin, peu importe. Et donc, il a écrit ce livre, Système 1, Système 2. Donc, deux modes de pensée. Et qui rappelle un petit peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce système 1, système 2? Ces deux vitesses de pensée. Alors, le système 1, ça va être une vitesse de pensée, donc un mode de pensée où domine la logique du corps physique et des apparences. C'est-à-dire qu'on va se fier en fait aux informations sensorielles, etc. Et on va réagir tout de suite. Par exemple, lire la colère sur le visage de quelqu'un, ça peut être important aussi pour sa propre survie parfois. Et donc, il faut qu'on ait aussi cette façon de réagir rapidement. Et puis le système 2, qui est celui où l'esprit est éclairé, et donc il analyse, il est capable de décider après réflexion. En général, il est capable de réfléchir sur des cas complexes, alors que
le système 1, c'est quelque chose qui agit dans l'immédiateté. Donc voilà, l'interprétation donc, pour le système 1, c'est lié aux informations sensorielles, a priori sans contrôle délibéré, instinctif. On a une sorte d'intuition, là, comme ça, rapide, c'est très spontané, quoi, en fait. Et puis, il va y avoir cette interprétation des connaissances internes. Qu'est-ce que j'ai? Je suis face à une situation. Je ne sais pas ce que je dois faire. Euh, et je dois faire référence, en fait, à des connaissances internes et externes. Et ça va demander du recul et de la concentration. Ça demande un effort particulier. Vous allez très vite comprendre que quand on est plus ou moins fatigué, eh bien en fait l'effort, on n'a pas forcément envie de le faire. Et donc on va voir que ce mode de pensée n'est pas toujours au rendez-vous et c'est ce qui va nous conditionner des désagréments dans notre vie et on se dit mais pourquoi il nous arrive ça? Eh bien, simplement parce qu'on n'a pas forcément été aux commandes. Alors, donc vous voyez le petit lièvre et la petite tortue. Donc c'est des petits personnages que je vais décliner un petit peu au fur et à mesure pour réfléchir un petit peu à justement ce rythme de la pensée. Donc le lièvre, on a compris, c'est celui qui trace, mais aussi qui flâne. Et puis la tortue, qui elle est très lente mais persévérante. Alors, derrière ça, en méditation, eh bien, on va voir qu'il y a un mode de pensée qui va être d'ailleurs plus ou moins rapide en fonction de notre manière de nous percevoir. Alors, dans Raja Yoga, on parle de conscience corporelle du soi. Et c'est une vision en fait, qui est déterminée par la logique de survie du corps. Quand on est face à un danger, on a ces principes de soit prendre la fuite, soit combattre, soit être sidéré sur place. Et donc, ces mécanismes de survie sont très importants, c'est-à-dire que les informations que reçoit le corps, lui, va tout de suite réagir pour sa survie. Et pour ça, il va mettre en œuvre la production d'adrénaline, etc., etc. Donc derrière, c'est basé sur la peur, qu'on le veuille ou non. Alors elle est à des degrés différents. Et puis, c'est aussi basé sur une logique de manque. Je ne vais pas avoir assez d'énergie, pas d'argent, pas de ceci, pas de force, et ainsi de suite. Donc, quand on est dans la logique de manque, eh bien, on va avoir envie d'aller grappiller ailleurs. Et donc, on va s'accrocher même à des personnes pour obtenir ce qui nous manque. Et des fois, on va s'associer à l'autre en disant, finalement, on se sert de béquilles l'un l'autre. On voit que la relation n'est pas des plus harmonieuses, puisque derrière, le jour où on a comblé un manque, l'autre n'est plus nécessaire de la même façon et les relations sont rompues. Donc il y a aussi quelque chose qui est basé sur l'apparence corporelle, c'est-à-dire que suivant comment nous nous percevons physiquement, nous allons avoir une façon de penser à nous et qui va être plus ou moins lourde. On s'aime dans le miroir ou pas. C'est quelque chose qui va faire que ça va nous alourdir. Et donc le rythme de la pensée va aussi ralentir, aller vers une forme d'inertie mentale qui fait que on n'a plus tout à fait la pêche. Donc vous voyez, ces ralentissements sont aussi problématiques. Et puis, cette conscience corporelle du soi, c'est ce qui va induire, bien sûr, puisqu'il faut agir vite, on essaie de trouver une solution rapide, immédiate, et donc forcément on ne réfléchit pas trop.
Et donc, ça va être une pensée assez systématique. Et là, quand on a une pensée systématique comme ça, sans réflexion, on va être particulièrement assujetti à ce qu'on appelle des biais cognitifs. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Si vous avez l'opportunité de lire Système 1, Système 2, c'est très instructif à ce propos. Et puis donc cette pensée binaire, hein, donc pour penser vite et trouver une solution rapide, je fais ceci ou je fais cela, j'ai deux options, je vais dans tel camp ou dans tel autre, etc. Je vais être dans la dualité. Donc vous voyez, en fait, les énergies vont aller ou d'un côté ou de l'autre et vont être déséquilibrées. C'est ce qui va nous amener à avoir un certain stress, hein, puisqu'il faut répondre rapidement et puis essayer de s'en sortir. Vous voyez, donc c'est une pensée qui va être très rapide, mais euh, aussi qui peut être ralentie. La conscience spirituelle de soi, ça intègre la vision de la dimension intégrale de l'être. Nous sommes des êtres métaphysiques dans une dimension physique, dans un corps physique. Et donc, on va tenir compte de ces deux dimensions. C'est-à-dire que tenir compte de ce qui nous entoure, parce que très souvent dans la méditation, on fait cette erreur de se dire « je suis métaphysique et alors le physique, j'en ai plus rien à faire ». Et puis je fais complètement abstraction, et puis voilà, je vais bien, et je suis bien, etc. etc. C'est très déséquilibré aussi mentalement parce que y a une partie de vous que vous négligez et qui va à un moment donné se manifester. Donc, être à l'écoute du soi, c'est être à l'écoute de soi sur toutes les dimensions. Alors, on disait que la logique de survie du corps est basée donc justement sur la mortalité du corps, hein, la peur de mourir, etc. Quand on est conscient de l'âme, de sa dimension métaphysique, si vous avez vu la séance précédente sur l'âme, ce mystérieux point lumineux, eh bien il y a cette notion effectivement d'immortalité. Et une logique de plénitude, c'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'il me manque ceci, il me manque cela, etc., donc à vouloir tout le temps prendre à l'extérieur, on va avoir plutôt de l'intérieur la conscience pleine du soi. Et donc quand je pars avec tous les atouts, avec toutes les capacités, avec toutes les potentialités, eh bien à ce moment-là, je pars avec une autre énergie et une autre force. Et puis, on va avoir une vision donc lumineuse du soi, une vision divine du soi, c'est-à-dire une vision éclairée et sage, qui va nous permettre de pouvoir à la fois avoir une pensée qui va aussi vite que la vitesse de la lumière, puisque nous sommes ce point de lumière, et en même temps qui va pouvoir avoir nous permettre d'être dans un calme absolu. La particularité aussi quand on est dans une conscience spirituelle du soi, eh bien on va justement développer une pensée riche, nuancée, approfondie. Donc, et non pas hop, binaire, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc., c'est blanc, c'est noir, et ainsi de suite. On développe plutôt ce qu'on appelle une pensée spectrale qui va justement nous permettre de tenir compte de toutes les options qui s'offrent à nous, des alternatives, des possibilités. On dit qu'on apprend justement à trouver des solutions, mais sur toutes les dimensions possibles. Parce que des fois, on peut répondre à une problématique très rapidement pour quelque chose d'ordre physique, mais aussi d'ordre psychologique ou éventuellement émotionnel, etc., etc. Donc, on voit qu'on a tout un panel de réflexion. Donc, quand on pense, eh bien, il y a plusieurs dimensions. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. Alors, on va revenir un petit peu sur
notre histoire de, du lièvre et de la tortue. Alors, je les ai appelés Manas et Budi. En fait, en hindi, Manas signifie le mental et Budi signifie l'intellect, l'intelligence. Et si vous vous rappelez donc précédemment donc, sur l'âme, ce mystérieux point lumineux, j'avais cité 3 facultés de l'âme, donc le mental, le Budi et les mémoires, en fait, les empreintes profondes de l'être. Donc là, pour ce soir, nous allons nous focaliser plutôt sur Manas et Budi. Alors, Manas, le mental. Donc, on l'a déjà dit, c'est une faculté d'interprétation instinctuelle des informations sensorielles qui peut être galopant, mais aussi paresseux. Et Manas est le mental pensant, discursif. Vous savez quand ça parle beaucoup dans votre tête là, c'est ça. Et conditionné, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes sous l'influence des conditionnements de votre éducation, de l'environnement, etc., etc. Et donc ce mental, c'est l'outil pour préserver aussi notre image de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire l'ego, c'est avoir une représentation de soi, donc, et de réagir en fonction d'eux pour pouvoir survivre hein, aussi. Alors, Budi, alors moi je l'ai mis avec un O cette fois-ci. Budi, c'est l'intelligence, donc l'intellect, c'est une faculté de connaître et de comprendre. C'est tout simple. Et cette faculté peut être donc une intelligence vive ou altérée. Hein, c'est-à-dire que ça se développe, ça s'exerce. C'est pas, on peut avoir des aptitudes, hein, mais si on ne les développe pas, en fait, on n'en bénéficiera pas comme on le souhaite. Et donc, c'est une faculté de sagesse intuitive menant à la connaissance du soi et à la libération. Alors, la libération, ça veut dire que autant Manas est sous l'influence des autres, de ce que les autres disent, etc. Et donc on va se mettre à penser, oh là là, il a dit ça de moi, et moi ceci, et moi cela, etc. etc. Et alors là, c'est parti avec la vitesse qui sera la vôtre en fonction de l'ego, c'est-à-dire l'image que vous vous êtes fait de vous-même, est-ce que vous êtes entaché ou pas. Et donc, Budi, ça va être justement cette capacité de prendre du recul, de réfléchir à la question et justement de sortir de cette pensée, comment dire, dictée par l'extérieur et en fait où on se laisse vraiment influencer. Donc là, c'est reprendre son libre arbitre et c'est par l'intellect qu'on retrouve cette souveraineté du soi. Alors, l'un et l'autre, c'est pas l'un contre l'autre. Hein. J'espère que là vous avez compris que le mental c'est pas ah, hein, c'est pas terrible, et puis l'intellect ouais, c'est super. Ou alors inversement, le mental c'est génial, et puis l'intelligence, oh, peu importe, on se débrouille aussi bien. Chacun dispose d'une banque de données et les traite en fonction de l'énergie dont il dispose. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Manas. Alors, Manas. Est-ce qu'on va stimuler ou calmer le mental? Là, on va voir que revient au silence. Je mets en silence et j'écoute. J'écoute ce que mon mental a à me dire. Alors, hein, vous avez vu, il est très bavard. Hein, il discute tout le temps. Okay. Puis,
On va dire, là c'est trop, là j'en peux plus, la tête est pleine. Et donc j'aimerais calmer tout ça. Okay. Ou inversement. Eh bien, comme il fonctionne automatiquement et rapidement, il est très utile en cas d'urgence. Mais il pilote, vous vous rappelez le pilote automatique là? Un petit peu en dépit du bon sens. Ouais. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est celui-là parce qu'il est bien habillé, donc il doit avoir raison. Vous voyez, des choses qui sont complètement incohérentes. Mais bon, l'intellect est pas de mise. C'est le mental qui décide, là, en fait. Donc, toujours les apparences, on appelait la conscience corporelle du soi. Et alors, bien sûr, là, les pensées vont se disperser au rythme des stimulations externes. Donc, fonction de ce que on vous dit, réaction et ainsi de suite, et on en rajoute une couche, et puis ça s'emballe, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on va accélérer le rythme, et là, on va s'échauffer. Donc là aussi, il va falloir apprendre à être cool, c'est-à-dire mettre de la fraîcheur dans tout ça, rafraîchir un petit peu le mental et pour avoir des idées claires. Donc la particularité de Manas, c'est qu'il est toujours sous influence d'une manière ou d'une autre. Ça, il faut le savoir, quand je suis en méditation et que j'ai beaucoup de pensées qui arrivent comme ça, de dire ok, ouais, c'est vrai, c'est son job, lui, c'est ça, et puis c'est son tempérament, il est comme ça, mais il est tout le temps sous l'influence d'un tel, ou d'une chose ou d'une autre. Et donc là, qu'est-ce que moi, je décide par rapport à ça? Alors, ça va être important aussi de faire la différence entre un mental silencieux, donc il arrête d'être bavard, hein, en fait, on ralentit la pensée au point où on arrive au silence. Et puis un mental paresseux, lui complètement irresponsable, peu importe ce qui se passe, il n'est pas très conscient des conséquences. Ou alors simplement, momentanément, au repos. Bah oui, quand on dort, on n'a plus tout à fait le contrôle de la situation. On part dans les rêves et donc là, on est aussi à un niveau inconscient. Alors, Bouddhi. Qui est cette Bouddhi-là? Eh bien, est-ce que c'est un esprit vif ou torturé? Est-ce que c'est un esprit éclairé ou assombri? Lent ou réfléchi? Eh bien, tout ça, un petit peu à la fois. Donc, vous voyez, le Manas, il a bien sûr ses côtés lumineux, ses côtés sombres, mais c'est la même chose pour l'intellect. Donc, là, ça va être important de vérifier où nous en sommes. Est-ce que j'arrive à prendre facilement une décision? Oui, non. Donc, je manque de lucidité, donc il y a un problème d'ignorance. Donc, vous voyez l'importance de travailler des connaissances pour pouvoir être zen. Hein. Si vous savez ce que vous devez faire dans une situation, ok, vous prenez les mesures et puis les choses se passent et vous réglez le problème. Donc on a besoin de connaissances. Hein. Bouddhi, c'est vraiment ce travail de compréhension et justement d'utilisation des connaissances. Et ça va être important de voir que il y a des gens qui disent oui, il y en a certains où c'est trop intellectuel pour eux, donc ils disent c'est pas bien. Très souvent j'entends ce truc là, ils confondent être intellectuel et être cérébral. C'est-à-dire effectivement
on va gamberger, puis penser à des trucs qui mènent à rien. Donc en fait, l'intellect ne fonctionne pas en réalité. Parce que quand il fonctionne, eh bien, il retrouve l'équilibre et il retrouve la sagesse, le bon sens. Et quand on retrouve la sagesse, en général, on est très rapide. On est à la fois très lent, très tranquille, mais en même temps, on va être très concentré. Et donc la pensée va être très rapide, très lumineuse. Ok. Alors, mes 2 phrases de méditation. Si vous ne pensez pas par vous-même, d'autres le feront à votre place. Raja Yoga, vous rappelez, c'est redevenir souverain de soi-même, c'est-à-dire reprendre effectivement sa vie en main, au-delà de l'influence euh, plus ou moins consciente. Non, ça c'est une réflexion qu'on peut avoir quand on se pose, quand la pensée va trop vite. Et que vous prenez les pensées des uns et des autres, puis finalement vous ne savez plus quoi faire. Okay. On revient au silence, toujours. Ça c'est vraiment une constante. Une constante parce que on revient au point d'équilibre. On dit qu'on se positionne au centre du front. On dit que c'est là qu'est le trône, en fait, du roi. Il se trouve là, c'est là où il prend ses décisions. C'est là où il a une vision globale de la situation et où il prend en compte toutes les dimensions de ce qui est en train de se passer. Alors, une autre méditation par rapport à Bouddhi, c'est qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est le propre de la tortue. Effectivement, dans le lièvre et la tortue, eh bien, elle démarre lentement, mais elle est régulière et elle va pouvoir aller loin. Alors que le lièvre, lui, va aller très très vite et puis quand il va voir la tortue qui est un petit peu loin, il va faire une petite sieste et puis c'est comme ça qu'il va se faire dépasser. Il va se laisser distraire par une chose, par une autre, parce que effectivement le mental est toujours attiré par toutes les informations qui arrivent de part et d'autre. Et donc ménager sa monture, vous voyez, le lièvre qui fait sa sieste, on pourrait dire qu'il ménage sa monture, mais il ne maîtrise pas la situation. Et la tortue, au contraire, va faire en sorte de garder toute son énergie et de la mener de façon régulière. Fabienne, je ne sais pas si tu m'entends, mais tu fais des petits traits sur l'écran. Ah, pardon, oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux l'effacer? Non. Non, non, j'ai dû vouloir. Non, 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 je suis D'accord, désolée. ok, tant pis. Ça risque d'aggraver, pardon. Ok. Je vais faire attention, ouais. Mm. Alors, le propre du yoga,
ça va être justement non pas d'opposer le mental et l'intellect, on n'oppose pas Manas et Buddhi, on va faire en sorte de les faire travailler ensemble. Donc ils vont s'associer. Alors je ne sais pas si vous avez vu, je me suis amusée à reprendre une petite expression que j'avais entendue que je trouvais très mignonne. Eh bien, Manas et Buddhi, on pourrait dire que ce sont des sacrés potentiels. Donc, vous voyez comment on peut l'écrire autrement. Et donc, il y a cette notion d'amitié, mais aussi dans les hautes sphères, parce qu'effectivement, si on reste au ras des pâquerettes, ça va être un petit peu difficile. On va voir que, effectivement, pour associer les choses, eh bien, il faut aller au sommet. Et quelles sont donc les spécialités donc, de Manas, le lièvre? Donc, il est réactif, il n'a pas de nœud dans la tête, il est efficace en cas d'urgence, et donc ça c'est très bien. Ça va être utile, et donc il y a des fois où il va falloir profiter de cette aptitude. Et donc vous voyez, en fait là on n'est pas dans le refus ni le rejet du corps, hein, parce que souvent il y a ce genre de problème entre la conscience corporelle et la conscience spirituelle. Souvent on les oppose, alors qu'en fait être humain c'est justement prendre à les faire cohabiter dans l'harmonie. Buddhi, donc la tortue, elle a cette capacité à s'intérioriser, à aller vers l'intérieur. Elle ne se contente pas des informations externes, elle va aller chercher aussi des informations internes pour pouvoir mobiliser ses ressources. Et ce, avec sagesse. Et donc, elle va passer à l'action lentement, peut-être, mais sûrement. Et donc, vous voyez, ces deux capacités sont finalement empreintes de qualité. Et c'est quand on va les faire fonctionner ensemble, voire en alternance parfois, qu'on va pouvoir harmoniser tout ça. Et donc, on va réguler aussi la vitesse de la pensée. Okay. Donc, c'est une façon d'apprendre à observer ces pensées pour reconnaître les atouts et les vulnérabilités de son mental, c'est-à-dire ce qu'on a tendance à penser, ce par quoi on a tendance à être influencé, et puis nos capacités donc, de compréhension, d'analyse, de réflexion et de décision. Et là, on va voir qu'il y a des moments où, eh bien, on n'a pas été très vigilant, on a un peu laissé faire les choses, et puis, alors qu'en fait, il aurait fallu intervenir. Et alors là, je vais reprendre cette phrase donc du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et bien voilà, encore une fois le point. C'est intéressant aussi de voir que c'est aussi une question de temps. Et quand on doit prendre une décision de quelque ordre que ce soit, il va être important de vous rappeler le point du silence. Utiliser en fait la rapidité de la pensée face à l'urgence. Si quelqu'un est en train de se noyer, c'est pas le moment de faire intervenir Buddhi.
Parce que lui, il va vous dire, ah oui, mais alors, est-ce qu'il s'est neigé? Est-ce qu'il faut la... C'est pas le moment, on lui envoie la bouée et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on intervient et c'est immédiat. Donc vous allez voir qu'effectivement, le mental va être très rapide pour ça. Donc tout à l'heure, je vous disais, je ne tiens pas compte en fait de la partie mémoire, mais en réalité, Manas et Bouddhi fonctionnent aussi en fonction des mémoires que vous avez eues. On va voir que on va travailler aussi le nettoyage de ces mémoires, hein, c'est-à-dire que quand on a eu une mauvaise expérience et que ça nous revient en tête et que ça fait le petit vélo et que ça n'arrête pas, etc. Ok, stop. Et là, Bouddhi va regarder la situation, par exemple qu'on a vécu quand on était enfant, et puis on va la regarder avec ses yeux d'adulte. On a d'autres connaissances à notre disposition. On a d'autres capacités d'analyse. Et donc, on va voir les choses autrement. Et ça va créer aussi une nouvelle mémoire plus apaisée, hein, avec cette capacité de prendre du recul. Et donc, ça va ralentir les pensées spontanément. C'est-à-dire que là où vous étiez réactif par rapport à une situation, le fait d'avoir été capable de prendre ce recul, d'avoir observé la situation autrement, ça ne veut pas dire que la situation est merveilleuse à partir de ce moment-là, c'est pas vrai. Non, non, elle est ce qu'elle est. Mais par contre, c'est votre vécu à vous, le rythme de votre pensée qui va changer. C'est-à-dire que vous allez calmer le jeu et le jeu JE et le jeu JEU d'ailleurs pour créer une nouvelle mémoire. Et cette mémoire, eh bien, effectivement, ne sera plus réactive pour la suite. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des pensées beaucoup plus harmonieuses et plus apaisées, on va dire. Ok ? Alors, pour revenir à la question du départ, quand on pratique la méditation, vous avez vu qu'il était important d'apprendre à faire silence. Alors ça ne veut pas dire la boucler, hein. J'espère que vous avez bien entendu. Ça veut dire effectivement silence dans ses pensées, c'est-à-dire sortir du brouhaha de la pensée. À ne pas confondre avec le fait de faire un temps calme. Il y a vraiment cette idée que des fois en méditation, je mets un peu de musique, je me relaxe, et puis voilà, je passe un temps calme, et puis j'ai passé un bon moment, ça m'a reposé. Alors ça, c'est pas vraiment une méditation dans le sens profond du terme, hein. Normalement, méditer, ça veut dire aussi réfléchir. Donc ça, on utilise Bouddhi. Alors, c'est d'autant plus intéressant que j'avais appris que pour insonoriser en fait un sous-marin, parce que on m'avait dit, mais curieusement, les gens pensent que c'est le monde du silence dans l'océan. Je dis non, ça fait un boucan pas possible. Et donc, on a besoin d'insonoriser le sous-marin. Et pour ça, eh bien, on va produire de l'intérieur un bruit égal et opposé pour neutraliser le bruit extérieur. C'est pour ça qu'on pense, en fait, dans la méditation. C'est surtout pas arrêter de penser parce que c'est le boucan de l'extérieur qui va vous venir en tête. Par contre, si vous choisissez vos pensées et que vous choisissez le rythme de vos pensées,
C'est vous qui décidez si vous voulez stimuler la pensée ou si vous voulez au contraire la calmer. Et donc en fait cette neutralisation va créer effectivement une insonorisation, on va dire. On va aller au-delà du son. Et ça, c'est une pratique qui est assez curieuse parce qu'on pourrait dire non, je m'assois et puis allez, je ne pense plus à rien, j'écoute plus rien. En fait, en réalité, votre mental, là, il va galoper. Hein. Ou alors vous allez vous endormir. Donc, vous voyez la différence entre faire un temps calme, parce que ça va redémarrer en plus après, et faire silence, c'est-à-dire justement insonoriser, on va dire, l'intérieur, donc et l'extérieur. Et puis, cette pensée de mettre son esprit en pilote automatique. Vous avez vu que le système 1, donc Manas va être, lui, avec des réactions très instinctuelles, très systématiques. Et heureusement que le corps fait ça. C'est pour nous donner des informations. C'est pour nous permettre de rester en vie. Donc vous voyez quand même la mesure de ce que ça représente. Maintenant, on dit que c'est ne pas donner de suprématie à ce mode de pensée corporelle. Parce que, bien sûr, on va se faire avoir. Parce qu'il y a des influences et nous ne sommes plus maîtres. Donc, quand nous ne sommes plus maîtres, eh bien, il peut nous arriver toutes sortes de choses et ça va nous donner une forme de souffrance, notamment intérieure, et réaccélérer encore une fois les pensées. Donc, vous avez compris que dans la méditation, on va travailler aussi sur Bouddhi. Vous avez vu qu'il pouvait être aussi, des fois on parle d'intellect de pierre. Quand on dit quelqu'un est obtus, hein, ou qu'il a une pensée étroite là en fait, ou qui comprend rien, etc., eh bien c'est quelqu'un qui va manquer de sagesse et ça va entraîner des conflits. Donc on va voir que pour pouvoir aussi être en harmonie et avec soi et avec les autres, on va avoir besoin de cette sagesse. Donc j'allais dire, muscler Bouddhi en quelque sorte, de l'exercer, de lui donner de la nourriture à penser, c'est-à-dire on va avoir des pensées, on appelle ça souvent des pensées élevées, c'est-à-dire une haute dimension. Alors c'est intéressant parce que les pensées ont une fréquence, et plus la fréquence est élevée, plus en fait elle est lumineuse, et donc plus elle va à la vitesse de la lumière, plus elle est rapide. Et à ce moment-là, quand quelqu'un a un intellect qui fonctionne au plus haut niveau, sur le niveau divin, on va dire, le top, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On dit souvent que c'est quelqu'un de brillant. Vous vous rappelez le petit point de lumière, hein? Le petit point lumineux, le petit point brillant. Toutes les âmes, telles qu'elles soient, sont des points de lumière. Et donc disposent d'un intellect qui est capable d'être lumineux. Mais comme tout le monde, eh bien, il est capable aussi d'être enténébré. Donc la méditation va être aussi de réapprendre à voir clair, de remettre les choses en lumière et de pacifier effectivement nos pensées. Alors, je voulais terminer justement sur ce silence intérieur.
sur la réalisation que Manas et Buddhi sont des facultés qui m'appartiennent. Elles sont complémentaires. L'une est plus axée sur les informations externes, l'autre plus axée sur les informations internes, invisibles, métaphysiques. Et j'ai besoin des deux pour faire preuve de sagesse. Plus mon intellect a une pensée lumineuse, plus elle est rapide, pure, efficace. Et plus je serai capable de la mener dans la matière, de la manifester. Quand je ne comprends pas une situation, mon intellect fonctionne au ralenti. Et je ne peux donc pas manifester ma façon de penser de façon complète. Et l'action manquera d'énergie. Elle sera insuffisante et donc plus ou moins décevante. La pensée sera alourdie. Et donc la fréquence de cette pensée sera très lente. Et plus elle sera lourde, plus elle sera proche de l'inertie. On parle de niveau tamo pradhan, c'est-à-dire complètement immobilisé, inerte, sans vie. Donc l'important au niveau de la pensée, au niveau de l'intellect, va être de créer de la lumière, de stimuler la pensée lumineuse et d'aller vers un niveau de concentration qui nous rend libres de toute distraction et qui nous permet d'être pleinement efficaces. Et puis je vais utiliser mon mental pour les informations qu'il me donne de l'extérieur, sur l'état du corps. S'il y a une douleur, je peux à ce moment-là prendre des mesures pour y remédier, ou au moins pour l'apaiser. Néanmoins, je ne le laisse pas pour autant aux commandes. Mon mental n'est qu'un informateur.
il n'est pas le décideur. Néanmoins, je vais utiliser aussi ces informations qui viennent du corporel pour savoir prendre soin de son corps avec sagesse, avec respect. Même s'il est temporaire, c'est à travers lui que moi, l'âme, je m'exprime. Et il est donc précieux. J'allie ainsi le mental, manas, et l'intellect, buddhi. Alors je voudrais écrire régulation des émotions, être davantage dans le corps. C'est très important, c'est vrai que le mental est effectivement euh, très influencé par tout ce qui est émotionnel. L'émotion, c'est ce qui met en mouvement, donc c'est important. Maintenant, le mouvement, c'est comme le cheval, hein, en fait. Le fait qu'il avance, c'est une chose. Maintenant, c'est vous qui dirigez le cheval. C'est vous qui donnez le rythme à votre cheval. Ok. Alors, j'avais vu le temps. Voilà. Donc, si vous avez quelques questions, je suis à l'écoute. Ah oui. J'avais peur que ce soit un petit peu complexe parce que c'est vrai que il y a plein de choses à dire, mais bon, essayez de garder cette maîtrise dans la méditation, de repérer vraiment nos outils et de faire en sorte, voilà, de ne pas s'asseoir en méditation en disant ben, il y a tous des pensées qui arrivent, etc. Et puis ben, je ne sais pas quoi en faire. Et puis observer, observer. Et euh, souvent j'aime bien cette image de Sakshi. J'avais, dans un podcast, j'en avais déjà parlé. C'est cette capacité à être sans attraction ni répulsion. Manas et Buddhi, on ne pense ni du positif ni du négatif. On se sert de ses potentialités en temps utile et on va associer ces capacités pour les faire fonctionner ensemble. C'est ça l'union, c'est ça aussi le fait d'apprendre à régner sur soi. Si on peut revenir sur la neutralisation des bruits parasites
cette idée d'insonorisation est tout à fait passionnante, mais pas si facile que ça à mettre en place. Donc, Oui, s'il y a quelques petits tuyaux, c'est pas la belle expression, mais enfin, petit exemple. ben, disons que là, c'est un phénomène physique. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Mais effectivement, quand vous avez, si vous avez plus 5 et moins 5, ça fait zéro. Voyez? C'est-à-dire que vous allez mettre, euh, j'allais dire, certaines pensées positive face à une pensée négative, par exemple. Le but, c'est pas dire ah oui, je pense positif et tout. Non, la question, c'est de voir comment on va neutraliser quelque chose qui peut nous déstabiliser, de manière à pouvoir garder notre équilibre, notre maîtrise. Voilà. Et ce, sans tension. Parce que quand vous rééquilibrez les choses, il n'y a plus de tension, en fait. Alors que très souvent, par le mental, hein, souvent on dit on a un mental d'acier, et puis on force. Et on force, et à ce moment-là, en fait, j'allais dire, on crée une nouvelle tension, on crée un nouveau bruit, en fait, supplémentaire à l'extérieur aussi. Parce que notre corps va devenir tendu. Quand on a des pensées, hein, des fois on a les mâchoires serrées, là. Et là, ça va créer une tension. C'est-à-dire que la pensée va agir au niveau du mental. Si elle n'est pas rééquilibrée, eh bien, ça va créer encore d'autres pensées qui vont s'accélérer. Et tu vois, j'y arrive pas, et ceci, et cela, et ainsi de suite. Des expériences désagréables, et ainsi de suite. Donc, toujours pareil, revenir à l'équilibre, à la neutralisation pour retrouver son équilibre. Pas celui du voisin, toujours pareil. On n'est pas là pour se comparer avec l'autre, on prend les informations donc au niveau du soi profond. Alors, je vais vous souhaiter une très 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 bonne soirée. Et puis, voilà, donc je vous souhaite de vous amuser avec Manas et Woody et donc faire en sorte que Woody gagne la course. Mais finalement, partage sa victoire avec Manas et font la fête au final, quoi, en fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.